60 ans après libération d'Auschwitz, après, non pas libération, après, quand Auschwitz a été libre, devenu libre, les prisonnières s'est rappelé cette chanson, et je les ai entendues chanter dans une cafétéria. On avait chanté ensemble, on avait parlé de ma mère en Pologne. Et cette chanson, je l'avais enregistrée comme ça sur le téléphone portable. Donc ce n'est pas forcément la très bonne qualité, il n'y a pas d'accompagnement, mais... Takie miejsce jest na świecie, to nie bajka ani sen, w którym dzieje się, czy wiecie, wiele makabrycznych scen. 5 kominów dymi górą, jak zaklęty jakiś czar. Krew z kominów pnie purpurą, to przeklęte Birkenau. Więc pasy zdejm, więc trepy zrzuć. La 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 la. Żegnaj straszny Oświęcim i przeklęte Birkenau. Wiatr tylko na drutach będzie żałosną pieśń. Et le texte, le contenu, vous l'avez entendu, c'était interprété par Marjon. C'est incroyable à quel point, pour les prisonniers, c'était important. On peut vivre, est-ce qu'on peut vivre sans pain? Non. Est-ce qu'on peut vivre sans nourriture? Non. Mais est-ce qu'on peut rester humain sans le penser humain, sans la poésie, sans le chant, sans quelque chose d'autre que l'atrocité qui vivait tous les jours? C'était ça l'important. Ma mère a survécu grâce à ça, et elle a survécu surtout grâce à quelque chose à quoi je ne crois pas du tout, à des milliers de miracles. Pas un, il a fallu des milliers de miracles pour qu'ils puissent continuer à vivre. La première, c'était tout de suite, au début de la guerre. Elle revenait de Lviv, justement, en Pologne. Elle était arrêtée par le SS. Ils l'ont mis devant le mur, parce qu'ils ont pris tout de suite. Et le principe, ça doit être une espionne s'il revient ici. Et à ce moment-là, il y avait un SS supérieur qui sortait des toilettes, il fermait sa braguette. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites avec cette fille-là? Oh, ça doit être une espionne. Quoi? Cette gamine? Impossible, laissez-la partir. 10 secondes de plus, il serait mort. C'est le premier miracle. Et puis deuxième, et troisième, et quatrième. Non-stop de miracles. C'était permanent. C'était plus le miracle, c'était quelque chose de quotidien. Est-ce que quand ça se produit souvent, est-ce que c'est toujours extraordinaire ou ça devient banal? Je ne sais pas. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser? N'hésitez pas. Madame. Là, à votre gauche. Madame ici. Oui, je suis fille de déportés. Mon père a fait l'objet d'expériences pour le compte de M. Mengele. Quand il est revenu, ses proches ne le reconnaissaient pas. Il a fallu plus d'1 an avant qu'il se remette sur ses pieds. Et après, il a fallu retrouver sa place. Pas facile. La transmission. Transmettre ou se taire. Il s'est tu parce qu'il n'a jamais pu trouver les mots. Il y a un manque parce que, en fait, on ne sait pas ce que nous, de quoi nous avons hérité et de quoi vont hériter nos descendants. Voilà. Merci. Oui, il y avait toujours cette peur de comment transmettre. Il y avait 2 écoles. Il y a une qui était de Primo Levi, il y a d'autres qui étaient par Jörg Sundström.
Dans un cas, de transmettre les faits. C'était par bon, on ne pouvait pas lire longtemps. Dans l'autre, transformer un petit peu pour mettre de l'art. C'est qui rendait tout ça un petit peu plus digeste. Mais c'était pas vrai. Donc, c'est très difficile. Ma mère a réussi à transmettre en écrivant que ce qui s'est vraiment passé. Elle n'a pas transformé en art. Elle n'était pas encore écrivaine. Elle est devenue écrivaine beaucoup plus tard. Et cette transmission, c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont tus pendant longtemps. La raison était peut-être, souvent, ils ont eu honte de se laisser faire. Comment est-ce que nous avons pu? Comme des femmes qui sont violées, ils ne vont pas crier sur tous les toits, j'étais violée. Elles se taisent, elles ont honte. Pourtant, ce n'est pas elles qui ont commis les crimes, c'est les violeurs. Ce n'est pas elles qui devaient avoir honte. Ce n'est pas les anciens prisonniers, c'est les nazis qui les ont mis là-dedans qui devaient avoir honte. Mais comprendre, c'est très difficile. Je vais quand même raconter une petite histoire, ça va prendre encore 2 minutes supplémentaires. J'ai encore mis dans les prisons de Bonamosovitz, dans Auschwitz III, là où il y avait les usines des IG Metall, ou des IG Farben, je ne me rappelle plus. Et il était gamin, il avait 13-14 ans, mais il était assez grand, il pouvait se faire passer pour un petit peu plus âgé, donc capable de travailler. Lors de la libération, lors de l'arrivée de France soviétique, les gens de Bonamosovitz, comme dans toutes les autres parties d'Auschwitz, sont partis dans la marche de la mort. Et ça m'a raconté que dans la marche de la mort, pendant les 3 premiers jours, ils faisaient chaque jour à peu près 40 km ou plus, sans avoir à manger. Pour manger, il avait des racines des herbes qu'ils pouvaient arracher. Tout ça se passe en hiver. Hein. Pour boire, ils avaient de neige qui fondait dans les mains. Et ils étaient amaigris, c'est absolument atroce. On les a mis sur le train, c'est-à-dire sur le wagon à sable, wagon ouvert. Ils ne risquaient plus de s'enfuir, ils n'avaient pas de force. En plus, sur le premier et dernier wagon, il y avait des mitraillettes. Donc ils ont été transportés sur ce wagon. Et le train, comme ça, il arrivait à une gare quelque part en Tchécoslovaquie. Et là, il n'y avait que des femmes qui les ont regardés. Les femmes ahurées, les yeux hagards. Ils ont vu les cadavres humains vivants. Le train est reparti et visiblement le téléphone a fonctionné. Car quelques kilomètres plus loin, sur les passerelles au-dessus des passages de train, comme c'est dans les montagnes alors, ce genre de passerelle était assez fréquent, il y avait noir de monde. Tous les gens dans les alentours ont pris du pain et ont commencé à acheter sur le train. Et ça a été interdit. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien, ils ont continué à jeter le pain. Bien que SS ont commencé à tirer sur les passerelles, ils ont resté, ils ont continué à jeter les pains. Et ça me dit que tout autant dans le camp, il avait perdu la foi en l'être humain, ici à ce moment-là, il l'a regagné à nouveau. Ce train s'approcha très rapidement, quelques jours plus tard, à Prague, et là, un officier supérieur SS, c'est-à-dire un commandant de train, vous laissez partir tous ceux qui sont malades, vous les descendez sur les quais. Et donc lui, il était descendu sur les quais, avec beaucoup d'autres. Le train est reparti, le commandant SS, l'officier supérieur, a ôté son manteau, c'était en fait un partisan tchèque. Il n'avait pas encore assez de force pour se battre contre les mitraillettes du train, mais ils avaient pu déjà commencer à faire la libération de certains prisonniers par le subterfuge. Ils l'ont amené à l'hôpital, où ils ont commencé à lentement, progressivement le nourrir, et quelques 2-3 semaines plus tard, il est sorti en bras d'une infirmière
qui a voulu lui montrer sa belle ville de Prague, le Hradčan, la maison de Kafka, plein de choses splendides, le pont de Charles. Tadeusz, j'ai une question pour toi. Je termine en 10 secondes. 9. D'accord. Eh bien, ils se sont approchés de l'endroit où les anciens SS travaillaient à la construction de routes sous la surveillance de l'ancien partisan. Quand ce partisan a vu qu'un ancien prisonnier s'approchait, il a voulu probablement lui faire plaisir, il a enlevé sa ceinture et il a commencé à le battre. Et ça me raconte quand il a vu cette scène, pour lui c'était la même chose que ce qu'il avait vu dans le camp. Il a pris sa tête entre les mains, il a commencé à s'enfuir. L'être humain n'a pas le droit de battre un autre être humain. Peu importe que ce n'étaient plus les mêmes gens qui étaient battus, que ce n'est pas les mêmes gens qui battaient, c'était toujours la même ceinture. Bon, j'ai dépassé mes 9 secondes. Mais... Il semblerait que oui. Je voudrais avoir des précisions des précisions. Votre maman, à quel âge elle est rentrée à peu près dans les camps et à quel âge elle a réussi à s'enfuir pour avoir la période Elle est rentrée dans le camp quand elle avait 28 ans. Et elle est sortie quand elle avait 29 ans et demi, à peu près. Donc elle est restée pendant 1 an et demi dans le camp. C'était très long. C'était très long. D'habitude, la durée de vie moyenne ne dépassait pas 3 mois. Ici. Question en bas là. Christophe. On a vu, on y est. Prépare ton temps de parole. Non, je profite d'une seconde encore de temps. Cette histoire de Saint-Brand. Ne te sens pas obligé. Non, c'est quand même assez amusant. Cette histoire de Saint-Brand que je viens de raconter maintenant, je l'ai racontée à Seattle il y a 12 ans. Il y avait une pièce musicale qui était montée sur la base des livres de ma mère, qui était consacrée à ma mère. J'étais invité là-bas et je parlais justement de ma mère, et puis j'ai raconté cette histoire de Saint-Brand pendant les soirées gala. Une fois quand c'était terminé, je me suis assis à table et je pensais enfin je pouvais faire quelque chose. Et là, il y a une femme qui s'approche de moi en pleurant. Je lui demandais pourquoi, est-ce que je vous ai blessé, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Elle dit non. Mais mon père faisait partie de ceux qui jetaient le pain sur le train. Et quand il m'avait raconté que, bien que les saisons commençaient à tirer, il ne s'est pas enfui, je ne lui ai pas cru. Maintenant, il est mort. Et j'apprends qu'il disait la vérité. Je pense que ça valait le coup que je le dise. Le silence acquiesce. Madame, allez-y. Oui, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt... je voulais vous exprimer ma gratitude ce soir. On est tous les 3 professeurs d'histoire ou de lettres à l'internat de Sourdin, qui est tout près d'ici, tout près de Provins. On est engagé dans la transmission justement de l'histoire de la Shoah et de la déportation de manière générale. Et je vous avoue que malgré des expériences riches d'enseignement de cette période-là, ce soir j'ai pris une véritable claque, tellement ça a été riche sur le plan pédagogique. C'est un travail de fond qui est absolument remarquable, l'enseignement des ghettos jusqu'à la fin en fait finalement du camp d'Auschwitz. Et finalement aujourd'hui on est un public qui est plutôt majoritairement adulte, mais je me dis que nos élèves en fait ils pourraient tout à fait être sensibles en fait à la fois à ce discours qui est très incarné et aussi au format que vous avez choisi qui est extrêmement pertinent en fait parce que vous avez à la fois des archives qui relient en fait l'histoire de votre maman à la grande histoire. Vous faites intervenir les membres de votre famille, vous intervenez vous-même, il y a un dialogue. Je profite qu'on est là ce soir. Est-ce que ça vous dirait peut-être de venir chez nous? Alors là, vous l'avez lancé. La question, est-ce que je veux? Super. On s'en fout, est-ce que je veux ou non? Je n'ai pas le droit de refuser. Je suis en obligation de transmettre. Ma mère n'est plus là, c'est à moi de le faire. Pire. Son livre, l'Ovide,
On a vu ici la première édition d'Albin Michel. Il est sorti le 17 février 1973. Non, c'est pas ça, 72. En France, hein, tu dis. En France. En Pologne, c'était en 63. Et le 17 février 72, ma mère devait avoir l'interview qui devait être faite dans le cadre d'émission qui s'appelait Apostrophe par un certain Bernard Pivot. Il y a certaines parmi vous qui ont entendu peut-être. Ce jour-là, j'avais un accident de voiture en Allemagne. Et au lieu d'aller chez Bernard Pivot, ma mère elle est repartie en Allemagne pour me voir à l'hôpital. Résultat, cette interview n'a pas eu lieu, et le livre est resté inconnu. C'est donc ma faute. Je suis maintenant obligé de me rattraper. Et c'est dommage parce que cet après-midi, il y avait une représentation pour élèves. Je sais pas. Si je n'ai de loin pas épuisé, bon, on ne va pas s'éterniser infiniment. L'histoire de ma mère est un prétexte pour aborder des sujets universels qui nous concernent tous. Et pour que les événements abjects qui se sont déroulés pendant la Deuxième Guerre mondiale nous servent de leçon. La réalisation de cette soirée a été possible grâce à de nombreuses personnes qui ont participé à ce projet. Je vais essayer de n'oublier personne. Merci, pour commencer, à Monsieur le maire de Provins, Monsieur Olivier Lavenca, qui est parmi nous. Merci aussi à un de ses adjoints, Monsieur François Marchand, qui est aussi parmi nous. Merci beaucoup à un directeur de ce centre culturel et sportif, Claude Meneuilleur, directeur de ce théâtre, qui est aussi parmi nous. De merci à la régie du théâtre, représentée par Jean-Philippe et par Guillaume. Et je dis aujourd'hui dans ma vie, je lis particulièrement lors des préparatifs de ce jour, parfois très douloureux pour moi. Merci à mes filles, Ève et Estelle, qui sont là tous les deux. Mes petits-enfants, Chloé et Nathan, qui sont parmi nous aujourd'hui, aussi que Célia et Evan, qui n'ont pas pu venir, ils habitent à Nice. Ma fille Ève, d'ailleurs, est venue exprès de Nice pour être là, aujourd'hui. Qui sont héritières de ce lourd passé et dont le devoir de la mémoire est perpétue quand même. Mélissa, qui est à côté, en tant que modératrice, animatrice. Seule une de mes filles et elle pouvaient tenir ce rôle. Merci à Marjorie, qui est là-bas au fond, que vous avez entendu à la guitare et qui a entraîné ma fille Estelle au chant de Yiddish Mama, entendu en ouverture de séance. Et puis dans l'ordre dans lequel je l'ai connu, les passeurs de mémoire, Catel, les nouvel arrivants qui ont su s'adapter dans l'urgence, Marjorie 2. En même temps. Puis, merci et enfin, je suis heureux de voir que mon frère Jacek, où est-ce qu'il est? Quelque part par là, il peut se lever, est venu. Jacek qui a pris son nom d'après l'enfant que ma mère a voulu sauver dans le ghetto, l'ont jeté par-dessus des barrières qui étaient sauvées pendant quelques temps, malheureusement, qui est décédé tout de suite après. Jacek a fait le voyage d'Allemagne pour être présent à cette conférence, à laquelle il ne comprend presque rien, ne parlant pas français. La petite fille de Bachin, sœur de ma mère, d'être là. Enfin, je vous remercie à tous d'être venus. J'ai prévu de remercier M. Jean Laforie, qui devait normalement être là, mais je ne l'ai pas vu.
J'espère qu'il n'a pas de problème. Monsieur Jean Laferry, il ne faut pas oublier, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui 102 ans et qui continue à témoigner son passage dans les prisons en France et puis dans les camps de concentration à Dachau, en Allemagne. Je ne le vois pas malheureusement, mais normalement il devait être là, je le remercie quand même. Enfin, je vous remercie tous d'être là, d'avoir la volonté de mieux comprendre le passé et d'œuvrer, grâce à cette compréhension, pour que les valeurs de résistance, de tolérance continuent d'être propagées et qu'on arrête à généraliser et qu'on réfléchisse sur le présent et sur l'avenir avec la lumière du passé. Malheureusement, hier, nous avons commémoré le 10e anniversaire de l'attentat au Bataclan qui nous montre que la barbarie persiste. Demain, nous avons la journée mondiale des écrivains en prison. Ils sont 375 aujourd'hui. Écrivains qui sont en prison pour leur opinion politique. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça existe. Et c'est notre devoir de lutter contre ça. Et vous êtes bien sûr cordialement invités. Bravo. Je veux dire que les deux livres de ma mère, J'ai survécu à Auschwitz et le vide. J'ai pris quelques exemplaires parce que je ne sais pas combien de gens vont vouloir acheter. Donc j'ai pris pas beaucoup que je pourrais dédicacer tout de suite. Et pour les autres, je peux vous dire qu'on peut les acheter sur Acapulco. Ils sont disponibles.